Le cheval plaît beaucoup, C'est un vecteur de communication extraordinaire. Avant d'être un cavalier, c'était important d'être un horseman. Always put the horse before the personal ambitions. Vraiment un cheval incroyable. Voilà quelqu'un qui est champion olympique et qui n'est pas ordinaire. Se remettre en question et de se servir des défaites pour être meilleur après. Ce feeling, je l'ai eu directement avec Caleb. On fait du haut niveau, il y a le côté financier, c'est comme ça. Aller en compétition parce qu'il est bon, pas parce qu'il paye une table. Moi, je veux pas courir mes chevaux pour l'argent. If you can do it in a way that doesn't take too much out of your horses. Quand on voit l'évolution en 10 ans de temps, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans ? Pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves. Forme de très très bons compétiteurs. Je ne vais pas dire que ça forme des hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à venir. Aujourd'hui, réussir sa vie, c'est avoir la vie que l'on souhaite. Cet épisode est un retour en arrière. Vous vous apprêtez à écouter les récits immersifs de l'or olympique de Rio et de la médaille de bronze de Tokyo. Voici un bel épisode estampillé concours complet. Michel Asseret n'est pas qu'un incroyable narrateur du concours complet français, c'est aussi un personnage à l'histoire singulière, mais aussi des opportunités saisies et des rendez-vous. C'est à la fois beaucoup d'émotions, de sensibilité et de partage. Michel Asseret aime les gens, il aime vivre avec eux et partager des moments forts. Il aime aussi les chevaux, c'est un passionné qui fait tout son possible pour protéger notre sport et transmettre les valeurs qui lui sont chères. Je dois vous dire que j'ai écouté cet épisode 2 fois. La première quand nous avons enregistré et la deuxième quand j'ai réalisé le montage. Et Michel Asseret a réussi à me faire pleurer 2 fois. Alors après les émotions de Rio, le doublé en or, cette médaille de bronze arrachée à Tokyo après moult déchirements, après les 46 médailles déjà en poche, Michel n'a plus qu'une idée en tête, je vous laisse deviner, Paris. Vous allez découvrir le parcours de vie de Michel Asseret, directeur technique adjoint au concours complet, juge international de dressage, communicant, amoureux du sport, amoureux des gens, et puis finalement passionné. L'amour inconditionnel pour la discipline du concours complet, une quête constante de performance et une volonté infinie d'accompagner ce sport vers de nouveaux sommets, autant de dénominateurs communs entre notre invité du jour et le sponsor de cet épisode, la maison Forestier. Forestier Sellier, la marque historique de selle qui, depuis 1950, offre tout son savoir-faire pour concevoir des selles de sport pour les cavaliers passionnés, s'est fixé une ligne directrice, investir sa recherche et développement dans des selles et équipements de concours complet et devenir numéro 1 de la discipline. Paris tenu. Nicolas Touzin, Christopher Six, Luc Château, Alexis Goury, Camille Lejeune, Clara Loiseau. Les meilleurs cavaliers français de la discipline bénéficient du savoir-faire et de l'expertise des équipes et équipements Forestier Sellier pour faire culminer leurs performances et leurs ambitions. Monter en Forestier, c'est plonger dans une aventure unique où la performance, la passion et le confort se rencontrent pour dérouler vos plus belles reprises, réaliser vos plus incroyables maxis et signer vos meilleurs sans faute. Amis complétistes et passionnés de la discipline, Forestier vous donne rendez-vous à l'occasion du CCI 5 étoiles Les Étoiles de Pau pour une plongée captivante dans l'univers du concours complet. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I'm an Equestrian, le podcast. Bonne écoute. Alors, Michel Asseret, merci beaucoup déjà de prendre le temps d'échanger avec nous aujourd'hui. On est en plein milieu du tumulte du Generali Open de France. On est à La Motte-Beuvron, au pavillon fédéral. Pour préparer cet épisode, on vient de vous le dire, on a lu beaucoup d'interviews, d'articles à votre sujet, ou en tout cas qui relatent vos propos. On peut lire vos témoignages, vos analyses sur l'équipe de France de concours complet, sur les grands événements du CSO, du CCE, et sur cette discipline dont vous êtes le DTN, directeur technique national adjoint en charge du concours complet. Mais à propos de vous et de votre trajectoire, on ne connaît pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de choses en ligne. Si ce n'est que vous avez découvert l'équitation pendant un séjour de vacances dans le Cantal, que vous avez ensuite eu la chance de croiser le chemin d'un professeur de lycée du nom de Monsieur Boiteau, Boiteau comme Arnaud Boiteau, son papa donc. Et pour finir de dresser un peu les contours de votre biographie, vous avez intégré la fédération en 2013 et vous avez depuis cette date amassé quelques médailles,
34, je crois. En tout cas, c'est le chiffre que j'ai trouvé, dont 11 en or. Vous êtes également juge international, le seul juge français à avoir officié sur l'ensemble des 6 CCI 5 étoiles au monde. Alors Michel, avant toute chose, avant de vous demander de nous raconter toute votre histoire, est-ce que vous pourriez, à titre de rappel, puisque, on vient de vous le dire, on avait enregistré dans cette salle même, dans ce bureau du pavillon fédéral, un épisode avec Sophie Dubourg il y a 3 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste le poste de DTN adjoint en charge du complet ? Bonjour à tous. Oui, c'est un poste très large, qu'on imagine souvent un poste de terrain parce qu'on le voit beaucoup sur les compétitions, mais qui est aussi un poste administratif important. On passe beaucoup de temps dans nos dossiers, sur notre ordinateur aussi. On est là pour mettre en œuvre la politique fédérale de la fédération. Et moi, je suis en charge du concours complet dans son ensemble. Ça veut dire que du poney Shetland qui fait du concours complet jusqu'au senior. Donc c'est une palette assez large. Et moi, en plus, je suis le seul qui ne travaille pas à la motte parce que je suis en charge des 2 pôles France à Saumur, le pôle France senior et le pôle France relève. Donc qui fait que j'ai une mission en plus extérieure qui fait que j'ai la gestion de ces 2 pôles. D'accord. Cet épisode sera diffusé un peu plus tard, mais aujourd'hui, il y a la sélection donc des seniors, vous venez de nous le dire. On est en plein cœur donc, du Generali Open de France. Il y a l'As Poney Elite, c'est ça qui débute dans 40 minutes. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos missions quotidiennes, en fait ? J'imagine que vous êtes, je le sais, vous êtes sur des concours tout au long de l'année. Quelles sont vos missions ? Comment est-ce que vous travaillez, etc. Déjà, je suis en lien avec tous mes collègues de la DTN parce qu'on a des missions transversales entre chaque discipline. Et puis après, je gère ma discipline. Pour ce qui est de la performance et du haut niveau, j'ai en charge les entraîneurs nationaux donc de chaque discipline, avec, comme nos disciplines le dit, des adjoints, parfois pour le concours de dressage. Donc, je travaille beaucoup avec Thierry Touzin, bien évidemment, avec Pascal Forabosco et Gilles Viricel et tous leurs adjoints et les vétérinaires pour accompagner au mieux les équipes de France, pour dès le jeune âge inculquer des bonnes valeurs du sport à tous ces jeunes et puis de former des futurs champions. Donc j'apprécie énormément de m'occuper des seniors, mais j'adore aussi m'occuper des enfants. C'est une journée difficile pour moi parce qu'aujourd'hui c'est la sélection des poneys. On a une liste longue de 10 cavaliers et on va en prendre 6 et c'est la journée des pleurs, si j'ose dire, parce qu'on va décevoir 4 jeunes et c'est un moment toujours difficile pour nous. La sélection des poneys, c'est un moment difficile. Dans un article de Cheval Mag, on peut lire à votre sujet rencontre avec un homme passionné qui se décrit lui-même comme hypersensible mais toujours prêt à rire et à défendre sa discipline. Ça, on en a eu un bref aperçu quand vous nous avez demandé combien de temps durait l'interview. On vous a dit 1 heure et vous nous avez répondu des malades. Donc ça nous a beaucoup fait rire. Donc on s'est dit effectivement beaucoup d'humour chez Michel Asseret. Si vous deviez vous définir rapidement, quel mot vous utiliseriez ? C'est jamais facile pour soi, mais c'est vrai que je pense que je suis vraiment passionné par ce que je fais, par le sport, par les chevaux, parce que j'aime les chevaux, je crois que j'aime bien les hommes, ce qui fait que parfois je souffre un peu de sensibilité parce que je me donne à fond, donc à la fois dans la joie et dans les moments difficiles. Et vous l'avez bien vu, si je vous ai dit que je craignais le moment de cet après-midi pour les jeunes, c'est parce que j'ai pas envie de rendre les gens tristes et depuis que je suis arrivé ce week-end à l'Open, je pense sans arrêt, je croise le regard des enfants et je me dis tout à l'heure ça va être un moment compliqué, mais c'est vrai que je pense que c'est un poste que l'on fait avec beaucoup de passion, beaucoup d'envie. Ma façon de fonctionner, j'en parle souvent avec Sophie, c'est d'être un homme de terrain, d'être au contact des gens, de parler avec les gens, rencontrer. J'aime bien rire, ça, je m'étais déjà rendu compte. J'aime bien passer des bons moments, mais j'aime beaucoup l'aventure humaine dans l'aventure du sport et c'est ce qui me fait galoper tous les jours, quoi. Et tous les matins, j'ai toujours des projets, j'ai toujours envie de partager des moments forts, quel que soit l'âge des athlètes avec qui on travaille. L'histoire humaine, c'est mon chemin quotidien. Et je m'inquiète un peu même de la fin parce qu'aujourd'hui, c'est H24. Je rentre demain pour repartir le lendemain matin à Jardy parce que ça s'enchaîne. Mais on a un peu peur du vide parce que c'est une mission qui est hyper prenante. Et du coup... quand ça va s'arrêter, le silence va sûrement être un peu difficile. Donc là, je le vis à fond, je le vis pleinement. J'ai une super équipe. Vous parliez de Sophie, j'ai
une relation formidable avec Sophie, de confiance, de travail, et ça c'est hyper important. Mais ouais, j'aime vraiment ce que je fais. Vous parlez des relations humaines et en effet, je pense que c'est peut-être le maître mot de votre mission de DTN. Vous travaillez donc avec des jeunes enfants, avec des seniors, avec des plus ou moins jeunes, enfin les juniors, jeunes cavaliers, etc. Comment est-ce qu'on gère ces relations humaines? Parce que justement, vous créez de la confiance entre vous pour annoncer des sélections, donc des moments de bonheur et puis des championnats, des grands championnats, on pense aux Jeux Olympiques forcément, et puis des moments un peu plus compliqués. Comment est-ce qu'on gère tout ça pour aussi avoir un certain détachement, prendre du recul sur votre mission? Ça, c'est le plus dur. Alors, on nous conseille quand même de ne pas avoir de pas mettre trop d'affectif dans nos relations, mais enfin, pour moi, c'est impossible. Alors là, si je ne mets pas de l'affectif, j'y arrive pas. Du coup, parfois, c'est dur parce que vous avez l'impression de donner énormément à un athlète et puis un jour, il est pas content après vous. Il est dur, très dur. Et là, je lui montre pas, mais il est pas gentil quand même. Il me fait du mal, quoi. Donc, c'est vrai qu'on donne énormément et après, on s'adapte. On peut faire tous les séminaires. Quand on fait beaucoup de séminaires aussi avec Jeunesse et Sport ou l'ANS, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. C'est chacun avec ses émotions, chacun avec sa sensibilité qu'on va gérer les dossiers. Il n'y a jamais un cas qui se ressemble. Il y a parfois un athlète avec qui on avait une relation qui peut changer sur un événement. Après, il n'y a pas que les sélections. Là, on commençait à parler, par exemple, avec Gilles Viricel et Romain là, pour la sélection des poneys. On prend aussi beaucoup de plaisir à voir quelqu'un énormément évoluer, sans pour autant qu'il soit sélectionné. Mais je lui dis, celui-là, on va peut-être pas le prendre, mais quelle progression il a eu de dingue. Et il va falloir qu'on trouve les mots pour pas... il va mettre un genou à terre si on ne le prenait pas, mais il est sur la bonne voie. Donc, il y a aussi ce qui ne se mesure pas. Les sélections, c'est quelque chose de difficile parce que parfois, on n'est pas exactement sur le même projet entre athlète et entraîneur et DTN. C'est que souvent, l'athlète, il se prépare à être sélectionné et c'est la fin, la sélection. Alors que nous, c'est le début de l'histoire, la sélection. Et on sélectionne pour performer. Parfois, ça se passe pas comme ça, ça fonctionne pas dans la tête des gens comme ça et on n'est pas sur le même projet sportif. C'est-à-dire que là, on a une sélection, on réfléchit à une équipe, à une construction d'équipe. Notre choix, notre stratégie depuis que moi je suis arrivé, c'est toujours une médaille par équipe. On pense toujours, on construit notre équipe, qu'on soit en poney, junior, jeune cavalier ou senior, une médaille par équipe. Donc il y a une stratégie de construire une équipe solide pour aller chercher une médaille par équipe. Ensuite, s'il y a des très bons éléments dedans, s'ils performent et ils nous amènent une médaille par équipe, probablement qu'on va avoir une médaille individuelle. Mais on est toujours dans la recherche d'une médaille par équipe. Donc c'est un peu, je pense, l'ADN de notre discipline. Ça, c'est une discipline, on est tous ensemble, très complices, très ensemble. Et c'est vraiment notre philosophie et je pense que c'est un fil rouge qui nous guide bien. On vous sent, Michel, très empathique, avide de relations humaines. Est-ce que vous diriez que c'est ça qui vous a mené en fait à ce poste de DTN? Est-ce que ça a été le facteur clé de votre carrière professionnelle? Est-ce que ça a été votre amour du cheval? Est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être un petit peu ce parcours en fait qui vous a permis d'être le jeune Michel qui fait du cheval dans le Cantal à Michel Asseret, directeur technique en charge du concours complet? C'est un parcours très atypique déjà parce que j'avais changé de voie entre-temps. La passion du cheval, oui, la rencontre du père d'Arnaud Boiteau, avec qui je lis des liens très forts, même en étant en classe de 6e avec lui, où il me faisait faire un peu de poney le mercredi après-midi. Puis après, je prépare le monitorat pendant 3 ans dans un club. Et puis, je pars stagiaire chez Thierry Touzin, où je suis 1 an et demi son stagiaire et je monte ses chevaux avec lui et je fais les box de ses chevaux. Et puis la vie nous sépare un petit peu. Je continue à monter en compétition et j'ai un de mes propriétaires qui a un hôtel et en sortant de l'armée à l'époque, il me dit « Viens me donner un petit coup de main, t'es un homme à tout faire » avant de repartir dans le cheval et je repars pas parce que je reste 13 ans. Donc ma vie change complètement, mais je garde toujours une relation avec Thierry Touzin. Et j'avais une passion, j'aimais bien le jugement, donc je me suis mis à continuer à juger en même temps. Et puis j'ai monté les grades comme tout le monde, départemental, régional, national. Et puis un jour, la fédération me propose de passer international à 30 ans. Et donc c'était très jeune, parce que souvent les juges font ça en deuxième partie de carrière, etc. Et puis je m'accroche, je me passionne, je vais voir énormément de cours de dressage à l'ENO, etc. pour être bien au fait. Et puis ma carrière internationale
se démarre toute seule. Et j'ai la chance de voyager énormément dans le monde et de faire tous ces grands concours. Je pense qu'il faut, ce que je peux dire, c'est qu'il faut toujours rêver quand on est jeune, que ce soit cavalier, il faut se donner les moyens, et puis si on se donne les moyens, les portes peuvent peut-être s'ouvrir. Donc je pars, je juge beaucoup, et puis en rentrant des Jeux Olympiques de Londres, où je suis président de la commission d'appel des Jeux Olympiques de Londres, le président Lecomte m'appelle en me disant on va réinstaller, on va faire revenir Thierry Touzin, et on va installer des binômes pour piloter les disciplines. Et tu connais bien Thierry Touzin. Et l'histoire est très belle parce que j'ai dit bah oui, et je m'y attends pas du tout. Je suis restaurateur à l'époque. J'ai un coup de fil un dimanche matin, je suis en train de faire ma cave, je m'en rappelle bien. Et je dis mais qu'est-ce qui m'arrive Et du coup j'appelle Thierry, et moi j'ai pas envie parce que j'ai grande chance d'être juge aux Jeux Olympiques de Rio. Et Thierry me dit mais tu te rends compte de cette histoire T'étais stagiaire à la maison, on est restés potes. Peut-être qu'on va aller aux Jeux Olympiques de Rio ensemble, et on va peut-être faire un truc de fou, quoi. Et c'est un pari, et moi j'hésite parce que je m'y prépare pas du tout. Et il me dit allez viens. C'est une belle aventure, et on part, et 4 ans après on est champion olympique. Et quand on pleure, parce qu'on pleure, Thierry me le redit en me disant tu te rends compte, on est en train de vivre un truc de fou. Et c'est vrai que c'est une belle histoire, quoi. Voilà. C'est une très belle histoire en effet, et vous avez bien fait de le suivre, je pense, du coup. Il y a donc une chose sur laquelle vous êtes passé plus ou moins rapidement. Vous êtes donc le seul Français à avoir été juge des 6 CCI 5 étoiles au monde, et je crois le seul Français à avoir officié à badminton. Alors, on comprend, vous avez quitté ce métier du coup parce que Thierry Touzin vous a appelé ce jour-là pour prendre le poste de DTN adjoint au complet. Mais est-ce que cette mission-là vous a aidé dans votre métier actuel ? Comment est-ce que vous êtes devenu l'un des seuls Français à avoir officié sur ces plus beaux concours ? Je pense un peu de chance quand même. Au bout d'un moment, il faut avoir un peu de chance, faire que les gens aient confiance en vous. Après, je ne suis pas le seul à avoir jugé badminton. Ouais, je crois qu'il y en a un autre. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. À badminton, okay, il y en a plusieurs, beaucoup plus. Par rapport les 5, oui, parce que c'est surtout celui d'Australie qui est difficile à faire. Et moi, j'ai présidé Adélaïde. Après, je pense qu'il faut, quand on a des envies, il faut y croire. Moi, j'ai toujours cru en la bonne étoile. Il faut pas lâcher. Donc, quand j'ai commencé à juger, j'ai décidé de le faire à fond. J'ai continué à me former, j'ai continué à chercher, à lire pour le dressage, etc. Et puis après... Quand vous êtes juste sur des très gros concours comme ça, il y a évidemment la partie technique qui est essentielle principalement pour le dressage, mais il y a aussi la partie conviviale du juge qui se met à la disposition de l'organisateur pour que sa compétition soit réussie, qui va se mettre à disposition des organisateurs pour la soirée avec les partenaires, etc. Et j'ai toujours fait ça avec beaucoup de passion, comme je fais souvent les choses. Et du coup, c'est quelque chose qui m'allait assez bien. Et ensuite, pour mon métier actuel, oui, ça me sert beaucoup parce que du coup, j'ai un gros réseau de connaissances dans le monde entier. À la fois les organisateurs, quand on veut des places sur un concours, quand on veut quoi que ce soit, je connais énormément de gens. Et ça m'a aidé d'avoir un lien avec le milieu du concours complet. Ça m'a aidé aussi pour le dressage, pour la discipline, un petit peu pour l'œil du juge ou l'avis du juge ou comment on peut gérer des choses. Donc, je pense que ce premier parcours équestre m'aide beaucoup dans mon métier actuel, ça c'est certain. Vous êtes arrivé aux manettes de l'équipe en compagnie de Thierry Touzin en 2013. C'était après Londres, c'était une Olympiade après Pékin. Si je ne dis pas de bêtises, l'équipe de France de concours complet n'était pas représentée à Pékin. Vous êtes donc arrivé à une période de l'histoire où on n'avait pas une équipe de concours complet très forte. On avait peu de cavaliers finalement représentés dans les grands championnats, pas toujours accès aux Olympiades. Vous prenez ce poste. Quel est votre plan d'action pour redonner un peu de sa superbe au concours complet français ? C'est un peu l'idée avec Thierry. Donc en 48 heures, ma vie bascule parce qu'il faut que je reparte sur un projet nouveau. J'ai un restaurant, j'ai du personnel, c'est difficile. Mais avec Thierry, on se dit on a une Olympiade, on a 4 ans pour préparer ces Jeux, comment on y va, etc.
Donc on met déjà en place un plan rouge sur le dressage. On s'est rendu compte qu'on est quand même un peu en retard en dressage. Le monde du dressage, il y a quand même, on doit se dire les choses, il y a quand même une cote Argus du dressage. Si vous ne comprenez pas ça, vous êtes à côté. Hein. Donc on s'est dit, il faut travailler le dressage, il faut sortir nos chevaux quand on est prêt. Bien évidemment, il faut s'exporter, mais quand des chevaux sont meilleurs, on va remonter le niveau du dressage et la France va se faire mieux respecter sur les compétitions internationales. Donc là, on a un vrai projet sur 4 ans avec une date ultime d'un concours. Il y avait eu une fois une finale du circuit Coupe du Monde à Chatsworth que j'avais été jugé. Je trouvais que ce terrain était intéressant, vallonné. Et j'avais dit à Thierry, on pourrait mettre dans le calendrier avant Rio cette épreuve pour aller s'échelonner un petit peu avec les étrangers. Et puis, c'est ce qu'on fait. On amène progressivement, le dressage augmente avec l'appui de Serge Cornu et Jean-Pierre Blanco. Et on arrive à Chatsworth avec une équipe solide. Et le coup imaginé est réussi parce qu'on fait 1, 2, 3 et 5 du classement individuel. On gagne par équipe et du coup, en repartant de là, on entend les juges, etc. Les Français sont là, les Français sont bons pour Rio, etc. Il y a quand même à la fois un peu d'intox, un peu de présence dans le milieu pour le complet. Et puis, on sent aussi une énergie des cavaliers français qui doutaient un petit peu en disant sur la planète mondiale. Et il y avait une énergie de dingue parce que je me rappelle encore, on n'arrivait pas à se séparer le soir pour aller prendre le bateau parce qu'on était sur un petit nuage et tout le monde rêvait de Rio. Et on s'est dit, on va aller à Rio, mais on ne va pas y aller visiter Copacabana, quoi. On va y aller pour faire du grand sport. Et je pense que c'est un vrai déclic, ça, pour la médaille de Rio. Ce jour-là, on est reconnu. Va falloir compter sur les Français et on a mis une motivation dans l'équipe de France avec les cavaliers de complet dingue. Et je me rappelle quand on rentre avec Thierry dans la voiture, on en est apesanteur, on se dit ça, il y a un truc de malade. Et Thierry me dit en partant, je vais vous dire un secret, on a notre ouvreur. Et on a notre ouvreur et il me dit on mettra Astier en 1. Et je dis on va le mettre en 1. Oui. Il me dit ce cheval est formidable, il sauterait dans un mur pour lui. On va attaquer, on fera douter les autres. Et ça, c'est mon secret, notre secret avec Thierry. Et à Rio, on annonce ça à Astier qui n'en revient pas, je me rappelle, et qui nous dit mais je comprends pas, tout le monde m'a dit que j'allais partir en 4. Et Thierry lui dit moi je m'appelle Touzin, mais pas tout le monde. Et Touzin a dit que ça, et cette stratégie-là, elle va payer parce que quand on connaît l'histoire, Astier partira en numéro 2, il attaquera, il sera un des seuls maxi. On ne lui fera pas prendre d'options et grâce à ça, il va faire attaquer les autres et faire des fautes aux autres. Et dans la même stratégie, avec Thierry, on avait dit à Mathieu Lemoine, comme il dressait très bien, que probablement, Mathieu, tu vas être très bien classé après le dressage, mais on va te mettre en dernier. Et si par hasard, on a besoin de te faire optionner, et si par hasard, on doit t'obliger à perdre une éventuelle manière, il faut que tu sois d'accord avec nous. Et je me rappelle que Mathieu avait les yeux brillants et il nous a dit mais les gars, je suis venu aussi pour l'équipe, j'abandonnerai ma médaille s'il le faut. Et c'est ce qui se passera, parce que Mathieu était 2e ou 3e du dressage et au moment quand il est dans les 10 minutes avant de partir sur le cross, Thierry lui dit 2 options, cela, ça, et une 3e si tu en as besoin pour ton cheval, t'écoutes ton cheval, et c'est ce que fera Mathieu. Il prendra les 2 options obligatoires, il en prendra une 3e même parce qu'il ne voulait pas prendre de risque. Et à la fin, on a une médaille. Donc, ça a vraiment été un chemin construit, validé, partagé avec les cavaliers. On dit souvent que vous existez dans une équipe quand vous apportez quelque chose. Et là, on avait ces 4 cavaliers dans cette équipe qui avaient apporté Thibaut Valette, avec son calme, le côté sérieux. On avait 4 bons hommes complètement différents. Et puis Karim, ce meneur d'hommes Karim, il vous remet une puissance dans un groupe énorme. Vous connaissez ses rigolades, mais Karim, il a un esprit d'équipe très, très, très au-dessus de la moyenne. Il vous porte une équipe, il a une énergie de folle, il est toujours avec vous. Et c'est vrai que sur cette compétition-là, tout s'est mis bout à bout et Thierry dira même à plusieurs reprises on est trop dedans pour passer à côté, et on arrive. Et donc, cette alchimie, elle marche quand on est tous ensemble. Et au-delà de cette réussite, et moi je vais vous dire un petit secret que je n'ai jamais dit. On adore les petits secrets. Voilà. Juste avant de partir à Chatsworth, je m'en vais faire un petit examen de santé et on me trouve quelque chose de pas bien du tout dans le ventre. J'ai un ami, je vais le citer, le docteur Bourgeois, que sa fille faisait du complet, qui me dit faut aller voir ça de plus près. Et en secret, en rentrant de Chatsworth, je vais me faire opérer sans jamais en parler à personne.
où j'ai subi une ablation partielle du rein. Je disparais sans que personne s'en rende compte. Et ça a été aussi mon moteur pour le championnat. Donc, au bout de ça, le médecin, je lui ai dit il faut absolument que j'aille au jeu parce qu'à un moment, on pense que je ne vais même plus y aller. J'en parle. Il n'y a que Sophie Dubourg qui sait que je ne vais peut-être plus aller au jeu. Et je vais au jeu et Thierry Touzin est au courant de rien, personne. Et pour finir, cette médaille, elle a aussi une valeur importante pour moi parce que j'ai failli pas y aller et que c'était dangereux. Et je pense que tout ça m'a aidé aussi à supporter cette maladie et qui fait que ma vie d'aujourd'hui, elle m'aide pour tout ça. Donc voilà, donc c'était riche. Elle était belle la médaille. Il y avait l'émotion avec Thierry, il y avait mon émotion personnelle avec ma famille, avec tout ce qui s'était passé, et mes amis, des amis proches qui se reconnaîtront. Mais tout ça, tout ce que ça peut nous apporter, ça vous met... ça vous porte, ça vous emmène, et c'est ma raison de vivre, si j'ose dire. Je suis ravie que vous ayez parlé de Rio ainsi. En plus, ça faisait partie de nos questions. Donc, merci beaucoup de nous confier tout ça, déjà. Et puis, je voulais qu'on poursuive, qu'on déroule l'histoire et que vous nous parliez aussi de Tokyo. On a lu, vous avez écrit que cette médaille à Tokyo était due à l'esprit olympique, à votre esprit olympique de l'équipe de concours complet. Ça a été une toute autre histoire, avec plus d'obstacles qu'à Rio et que prévu, j'imagine. Est-ce que vous pouvez nous parler de Tokyo, de cette médaille-là qui était, j'imagine, aussi très importante pour vous et pour l'équipe ? Oui, alors Tokyo, c'est tellement des jeux à part, repoussés d'1 an avec ce Covid. Déjà, quand vous êtes dans un processus d'olympique, enfin, moi je compte les jours tous les jours, hein, pour Paris, là, tous les jours, je peux vous dire, on est à tant de jours, etc. Et quand on vous remet 1 an comme ça, c'est pas si facile à digérer que ça. Et donc nous, avec Thierry, on réfléchit depuis longtemps, mais il y a des chevaux qui ont un certain âge, qui auront 1 an de plus, et 1 an de plus, c'est important. Donc ça bouscule un petit peu notre stratégie. Après, on se prépare bien, on va perdre King très vite avec un King qui était notre pote en équipe de France, qui nous a ramené tellement de médailles. King qui avait une personnalité, c'est votre cheval de votre rêve, une peluche, avec un colonel mais tellement sincère, un chic type, quoi. Je ne sais pas très bien de parler d'un écuyer en chef comme un chic type, mais vraiment un mec formidable. Et ça, c'est le premier coup de tonnerre parce que on avait un petit doute quand on le trottait en main, mais absolument pas monté. Pour preuve, il y avait Thierry Touzin, moi et Xavier Goupil qui étaient au courant de ce petit doute, et le cheval travaillait en dressage, galopait, etc. Et personne ne se doutait de rien. Et un jour, par rapport à la quarantaine, il fallait qu'on se décide et on a écarté le cheval. Et je me rappelle de ce premier coup dur où on est tous j'ai même fait une photo sur les réseaux sociaux. On est tous dans la cour et King embarque, il a la tête dehors et il y avait une émotion de dingue et c'était le moment de passer à table et on est tous partis, tous sauf vers la table où on devait aller manger parce que tout le monde était super ému parce qu'on venait de perdre King, qu'on venait de perdre Thibaut et que c'est des moments difficiles et qu'il va falloir se ressouder encore un peu plus. Donc ça, c'est le premier coup dur qui nous arrive. Et puis après, quand vous êtes rendu au jeu, vous êtes avec un athlète qui est faire les Jeux Olympiques, c'est le rêve d'une vie, c'est le rêve d'une vie d'un propriétaire. Donc de cette jument qui appartient à Gérard Brescon, qui est un éleveur de concours complet, on n'en a pas beaucoup, qui vit ça avec passion, qui respecte le maillot bleu, enfin il y a tout ça, et qu'un jour la prise de sang de la jument est pas bonne, et on décide de retirer la jument. Et là, c'est le deuxième coup de massue, mais on est là-bas, hein. On est à Tokyo et Thomas est au fond du trou. Son épouse, qui est sa groom, est au fond du trou. Et là, ça va devenir une présence lourde, même pour nous, parce qu'on partage sa tristesse. Dès qu'on va croiser son regard, c'est très difficile. Et il y a un moment, on décide, je me rappelle, on est au village olympique avec Thierry et Xavier nous appelle, la prise de sang n'est pas encore suffisante, on ne peut pas prendre de risque, on décide de retirer la jument. On appelle Karim qui est dans un autre appartement parce qu'au village, le staff n'est pas dans le même appartement. Karim arrive, je me rappelle, il vient vers nous et il nous dit « je tremble ». Je m'en rappelle vraiment bien.
je tremble et je pense deviner pourquoi vous m'appelez. Et on lui dit oui, on retire la jument de Tom. Et très très ému, il nous dit je suis super triste pour Tom parce qu'on est aux Jeux Olympiques et que c'est à 24 heures de commencer, c'est trop dur. Et il nous dit par contre, je me suis préparé. Je suis votre homme, je vais tout donner, mais ça, de lui, on n'en doute pas. Il est très, très ému, nous aussi un peu. Et je me mets au service de l'équipe, je suis prêt, vous pouvez compter sur moi. Et dans sa tête, il s'attendait à être un peu ouvreur, qui est un peu le rôle qui a souvent donné Thierry Touzard en 1. Donc on dit, on va te préparer, il part, et il est de dos, et Thierry dit, je veux juste te dire un dernier truc, et il lui dit, tu pars en dernier. Et Karim lui dit, mais moi en dernier? Il dit oui, t'es gonflé à bloc, tu fermeras l'histoire, j'ai confiance en toi. Et là, il l'a mis sur le 380, là il marche plus, il vole. Et je me rappelle que c'était encore un moment fort, je ne l'ai pas dit à Thierry, parce que Thierry il a tellement l'étiquette d'un gars qui... je suis encore ému en vous en parlant. Il a tellement l'étiquette d'un gars qui ne parle pas beaucoup, mais dans les championnats, il parle juste. Il a toujours des mots et des moments qui vont déclencher une motivation énorme, et je me rappellerai toujours quand il dit ça à Karim, et là je dis là le gars il va s'envoler, et ça nous a porté, et à partir de ce moment-là on s'est ressoudés. Et je me rappelle parce qu'à Tokyo on n'avait pas le cross sur la même zone que le dressage, et ils ont fait 6 ou 7 reconnaissances. Moi, je faisais des réunions de chefs d'équipe et ils connaissaient le cross au millimètre, et Thierry leur a dit on va être moins bien au dressage que prévu, mais on va rien lâcher, et si on lâche pas, on sera pas loin du compte. Et c'est ce qui va se passer parce qu'on remonte et on arrache cette médaille de bronze. Alors on nous a dit, on a lu ou écrit ou parlé, ou je sais pas ce qu'on a fait, qu'on disait qu'elle était plus belle que celle en or. Je crois pas que être champion olympique c'est quand même mieux, mais ça a été une victoire d'homme d'un groupe, et elle était belle quand même. Elle était belle cette médaille, elle était chouette. Alors on a parlé de vous, on a parlé de Rio, on a parlé de Tokyo, on va parler de Paris, bien sûr, puisque c'est la prochaine étape. Avant de discuter des sélections, avant de discuter des chevaux qui seront prêts, qui seront pas prêts, etc., il y a quand même un sujet qui est celui de Paris. On pense aujourd'hui au challenge qui s'ouvre à l'équipe organisatrice et qui s'ouvre notamment à Pierre Le Goupil, donc qui officiera en tant que chef de piste et qu'on avait reçu, nous, dans Emene Kesrian, qui nous avait livré son histoire qui est magnifique et que j'encourage évidemment les auditeurs à l'écouter si ce n'est pas encore le cas. On va vivre du spectacle, du sport, et on espère évidemment ne pas vivre d'accidents. À Paris, c'est le sujet qui touche le concours complet aujourd'hui. Est-ce que d'après vous, c'est possible d'envisager cette Olympiade avec sécurité, sans accident et sans rien qui puisse entacher le bonheur de vivre les Jeux Olympiques chez nous? Je nous le souhaite énormément, évidemment. Au début de notre rencontre, vous m'avez demandé quelle était ma mission de DTN. La sécurité, ça me prend énormément de temps. De réflexion, de rencontres, d'échanges. La sécurité, c'est le projet de chacun. C'est pas les règles qu'on va mettre en place à la fédération. Bien évidemment, on réfléchit à des profils d'obstacles. On est plus pointu sur la vue des chevaux. On a de plus en plus d'obstacles qui peuvent s'écrouler, etc. Mais aujourd'hui, c'est la responsabilité de chacun d'avoir des choix adaptés à notre discipline, donc adaptés avec du sang, adaptés avec une technique juste. Ça veut dire qu'évidemment, si vous avez un cheval qui a les antérieurs qui montent pas très haut sur le cross, vous avez pas fait le bon choix. Il faut monter progressivement les étages, avoir un cheval qui a un bon geste naturel, qui saute bien. Thierry dit toujours que c'est pas le classement qui fait c'est la façon de faire. Donc on doit avoir des chevaux qui répètent le geste juste. On doit tous travailler là-dedans. Donc c'est beaucoup de travail avec les entraîneurs privés, etc. Et à haut niveau, c'est pareil. On doit répéter les gammes. Vous voyez bien toujours qu'on fait des stages en début d'année au Pôle France avec les chevaux stars. On leur fait pas sauter 1m30. On leur fait sauter 1m10, mais en répétant le geste, les biais, etc., que le cheval fasse relâcher avec une bonne technique. Déjà, quand on a tout ça, on met tout en œuvre pour que ça se passe bien. Les Jeux Olympiques ont décidé d'enlever les équipes de 4 avec le drop score et passer l'étape de 3 pour avoir plus de drapeaux
personnellement, je ne partage pas l'idée. Parce que plus de drapeaux pour des nations qui ne sont pas prêtes, c'est de mettre notre sport en danger. Je ne dis pas que les grandes nations ne tombent pas, mais si on fait rentrer des gens qui arrivent seulement dans le très haut niveau, on prend un peu plus de risques. Donc ça, je ne suis pas convaincu que ce soit une très bonne idée. Après, il faut durcir les qualifications tout le temps. Il faut prendre du recul sur le niveau de son cheval, le niveau du cavalier. Mais le problème, c'est que c'est un peu... Aujourd'hui, dans le fonctionnement des cavaliers de complet, c'est toujours faire l'épreuve du dessus. D'accord ? Même si vous ne vous classez pas, il a toujours envie de faire l'épreuve du dessus. Je suis qualifié pour faire celui du dessus, etc. Et il faut changer cette façon d'imaginer les choses. Aujourd'hui, on court après la qualif. Alors, c'est toujours ça. Moi, toutes les semaines, on fait des qualifications en complet, des sélections. Et toutes les semaines, on refuse entre 5 et 10 cavaliers. Que les gens ne se rendent pas compte, on ne les prend pas parce qu'ils ne répètent pas des beaux parcours, parce qu'ils ont des refus ou des chutes. Il faut changer l'idée des gens, les cavaliers ou les entraîneurs. Si quelqu'un est arrivé dans un niveau, il faut qu'il performe dans son niveau, qu'il répète la performance pour aller sur le niveau au-dessus. De temps en temps, on ne prend pas quelqu'un et je dis, le gars m'appelle en me disant « Mais pourquoi tu ne nous as pas pris ?» Je dis « Parce que tu as fait ça, etc. » « Oui, mais je suis qualifié. Mais qualifié pour faire quoi ?» Donc, vraiment, il faut changer l'idée des gens là-dessus, changer l'idée des organisateurs pour protéger notre sport. On doit le protéger. C'est nous qui allons le protéger, notre sport. Et surtout pas croire que c'est la Fédération équestre nationale ou le comité olympique. Notre sport, il est beau. Quand on a fait Rio, je me rappelle que les gens du comité olympique nous avaient dit qu'ils avaient vu du grand sport, que c'était beau, que ça avait plu, il y avait un animal, etc. Mais c'est ça qu'il faut qu'on renvoie. Il ne faut pas qu'on renvoie quelque chose de dur, quelque chose de sympa. On voit des chevaux arriver dans la zone d'arrivée, qu'on les rafraîchisse, qu'on les respecte comme des athlètes. Mais c'est nous qui avons les rênes de notre sport, c'est pas les autres. Donc c'est à nous de faire du bon choix et de monter dans le niveau qu'est le sien, accepter de redescendre, accepter de changer de cheval, mais en aucun cas faire pour faire et monter tout le temps, parce qu'à un moment on est sur le fil et quand on est sur le fil on se met en danger. Donc pour moi c'est ma priorité. Au Jeu de Paris c'est une priorité. On a la chance d'avoir Pierre Le Goupil qui est un homme de cheval, qui est un ancien cavalier, qui a ce feeling du bon abord. Vous savez, c'est un peu comme Pierre Michelet, quand vous les voyez monter des pistes, vous ferez bien attention à ce que je vous ai dit. Des fois, quand ils comptent les foulées, on a l'impression qu'ils sont à cheval, ils ont leurs mains comme ça devant eux, et ils marchent, parce qu'ils pensent sauter l'obstacle. Et quand vous avez des gens comme ça qui ont la fibre et qui ont monté à ce niveau-là, souvent ils construisent bien, parce qu'ils ont envie de sauter l'obstacle. Et quand vous avez cette bonne sensation-là, ça aide déjà beaucoup. Donc c'est vrai que ça doit être une priorité de faire du beau sport et surtout de pas surclasser de chevaux ou surclasser de cavaliers. Il y a beaucoup de sujets dont vous avez parlé et ma question c'est à laquelle j'aimerais que vous répondiez, c'est quel avenir du concours complet. On a parlé donc de la sécurité, forcément. On pense notamment à la jeune Zazie Gardot, qui est actuellement, à qui on souhaite en tout cas un bon rétablissement. Tous les accidents qu'on connaît. Il y a aussi les tendances animalistes et les pensées animalistes qui arrivent de plus en plus fort dans toutes les disciplines confondues. Quel avenir, en fait ? Quel avenir pour le concours complet ? Quel avenir pour cette discipline en prenant en compte tous ces éléments-là ? C'est ce que je vous avais dit, c'est chaque acteur qui doit endosser une responsabilité. Et si chacun respecte la discipline, protège la discipline, il n'y aura pas de souci. Aujourd'hui, je pense qu'on a des chevaux de plus en plus prêts pour faire notre sport. Je voyais les poneys hier, des petits champions, des petits athlètes qui sont préparés comme des athlètes. Du coup, on les met pas dans le rouge. On a des chevaux qui sont bien entraînés. On a discuté avec certains coachs, mais je pense que c'est nous qui avons la solution. J'entends parfois ou je lis que les gens, mais qu'est-ce que fait la Fédé ou qu'est-ce que fait Michel Asseret Et moi, je suis pas moi qui va sauver le complet. C'est nous tous qui allons sauver le complet. Donc, accepter la responsabilité, que vous soyez cavalier, que vous soyez entraîneur, que vous soyez parent, que vous soyez coach, que vous soyez n'importe quoi, mais que vous existez dans la filière du concours complet, pour que on protège notre sport, qu'on s'y prépare mieux, on y renvoie une belle image. Je voyais hier, on doit prendre exemple sur les enfants à poney qui embrassaient leur poney, qui les caressaient, qui
Oui, on doit renvoyer une image où il y a un vrai respect, qu'on respecte notre animal, et je trouve qu'il était arrosé hier. Je pense qu'on ne communique pas assez sur ce qu'on fait de bien pour nos chevaux. On fait plein de choses bien pour nos chevaux, plein. C'est les athlètes qui sont préparés, ils ont de plus en plus de soins, et là, ils ont la couverture de telle température, celle de celle-ci, celle de celle-là. Donc il y a vraiment plein de choses qu'on fait parce qu'on aime nos chevaux, on les respecte, on les protège. Donc ça, il faut communiquer là-dessus. On ne communique pas assez là-dessus, sur tout ce qu'on fait de bien. Et qu'on les respecte. Et moi, je me rappelle, j'aime bien raconter des anecdotes, mais à Tokyo, comme on n'avait pas le droit de monter entre 13h et 16h par rapport à la chaleur, on avait fait le parti pris d'éteindre la lumière dans les écuries pour que les chevaux se reposent. D'accord ? Donc on avait dit ça, il dit que s'il y avait des gens à pied, ils se reposaient aussi, etc. Et on s'était rendu compte qu'en moins de 15 minutes, l'ensemble de l'écurie, où il y avait 18 chevaux, dormait. Ils étaient tous couchés. D'accord ? Et donc les chevaux se reposaient. Donc c'est plein de petites choses qu'on peut faire pour le bien-être. Et on avait des chevaux heureux et des moments... la groom de Nicolas, je me rappelle, elle avait fait une photo où elle était en train de papouiller son cheval qui dormait. Elle avait eu je ne sais pas combien de vues et apprécié, tout le monde en parlait. Et oui, on doit communiquer ça parce que ce cheval-là, il est bichonné, mais à un point... moi, je ne suis pas bichonné comme ça. Hein. Et donc, on doit protéger notre sport avec toutes ces choses-là. Déjà, on doit dire tout ce qu'on fait de bien. Tout ce qu'on fait de bien, tous les jours pour le cheval, pour l'entraîner, pour sa récupération, etc. Et déjà, on va protéger notre sport. Et après, dans le sport, on doit avoir une belle équitation, maîtrisée, contrôlée, à l'écoute de son cheval. On a aussi une mauvaise idée sur le risque en concours complet. On dit toujours, attention, les chevaux vont être fatigués. Non, dans les études, ça c'est les gens qui ne savent pas, dans les études, les accidents, ils arrivent en première partie de concours. Parce qu'on est plutôt une chute sur un cheval qui est trop frais, trop généreux, qui part trop gaillard et qui ne saute pas très bien. Souvent, un cheval fatigué, il saute doucement, et le cavalier, il fait attention. Il ne tombe pas beaucoup. Par contre, sur le premier tiers, il y a facilement des chutes d'excès de générosité du cavalier ou du cheval, parfois des deux. Donc, ça, c'est aussi une mauvaise idée en disant l'épreuve, elle est longue, etc. Non. L'épreuve, elle est longue. Si ton cheval est entraîné, il est capable de le faire. Par contre, fais attention au profil des obstacles au début. Et on le dit aussi dans la formation des chefs de piste. Mettez sur la première tiers des obstacles clairs où les questions proposées sont claires pour le cheval aussi. Parce qu'il faut... la chute, ça peut être un problème d'abord, etc. Mais le cheval doit comprendre la question. Évidemment, le cavalier va l'accompagner, l'amener au mieux, dans le bon équilibre, dans le galop, mais il faut que le cheval puisse comprendre la question. Que si par hasard, le cavalier manque de métier, etc., le cheval va compenser. Donc, il faut toujours penser cheval. Il faut que le cheval comprenne la question qui est posée. Et puis après, l'alchimie va fonctionner. Donc, vous voyez, c'est plein de petites choses pour la sécurité, pour l'avenir, où on a les rênes en main. Il ne faut pas donner les responsabilités des autres, on est chacun responsable. C'est mon avis, hein. Après, peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est important. Vous parliez de communication et je ne peux pas m'empêcher de saisir votre perche et de vous dire que les cavaliers de concours complet, les amis complétistes qu'on adore, ne sont pas forcément les meilleurs communicants. Et pour cause, on a du mal. Nous, alors, nos auditeurs nous disent « il n'y a pas assez de concours complet et tout ». Eh bien oui, les gars, mais quand on leur écrit, ils ne nous répondent pas. Donc ça, c'est un fait. Alors évidemment, il y a des Maxime Livio, des Victor Lévesque, des Karim, évidemment, des super ambassadeurs du concours complet. Mais on a aussi des Nicolas Touzin qui restent un peu dans sa caverne avec ses chevaux, cet homme de cheval, etc. Ils ont un peu plus de mal à rentrer dans cette arène médiatique, dans cette arène du sponsor, de la communication, du grand public. Est-ce que c'est quelque chose qui évolue ? Est-ce que c'est aussi une chose à laquelle vous essayez de les éveiller ? On en parle. Je sers souvent de relais vers eux. Des fois, quand vous avez un peu de mal à rentrer en contact avec eux, ils ne sont pas tous très à l'aise. La nouvelle génération l'est beaucoup plus parce que ça plus fait partie de leur vie, etc. Après, les réseaux sociaux, ils ont des plus et des moins. J'en suis le premier blessé parce que j'étais très actif sur les réseaux sociaux et j'écris plus parce que j'ai été très blessé de ce qui s'est passé. Et c'est difficile aussi. Ça peut tellement être un plus et tellement être un moins par moment que les anciens sont un peu timides là-dessus en disant moi j'avais pas ça avant, j'y arrivais bien, etc. Donc je pense qu'ils sont timides, ils se protègent un petit peu, ils veulent pas. Il y en a qui
qui veulent pas s'afficher pour pas se mettre de pression aussi. Il y en a à qui cette pression leur fait du bien. C'est une pression positive. Chacun a son fonctionnement différent. Après, je pense qu'il y a des superstitions aussi. Moi, je me croyais pas du tout superstitieux avant que je prenne le poste. J'en suis devenu complètement malade parce que maintenant, je refais tout ce que je fais avant les concours qui ont marché. Donc, et je pense que ça fait partie aussi du jeu, la superstition. Mais aujourd'hui, le cavalier moderne, ça doit faire partie de son bagage. Il doit communiquer, il doit raconter une histoire. Même pour les propriétaires, raconter l'histoire de son cheval en complet. Vous ne faites pas ça pour l'argent. Et du coup, si le cavalier, il emmène son propriétaire et qu'il raconte une belle histoire de ses jeux, je me rappelle des propriétaires de Christopher Six avec Totem, qui sont passionnés, aimants, etc., qui partagent à fond l'histoire, eh bien, on est tous dans la même aventure et c'est ce qui fait qu'on continue à croire dans ce sport. Donc, il faut quand même s'en emparer des médias d'aujourd'hui parce qu'ils font partie de notre sport. Si on parle de vous, on va peut-être vous apporter d'autres propriétaires. Vous allez avoir une belle image de vous. Donc, c'est vrai qu'on les sensibilise tout le temps. Mais ceux qui n'ont pas ça dans la peau, c'est pas facile quand même. On peut peut-être lancer une bouteille à la mer aux amis complétistes. Nous, on n'a pas du tout envie de rentrer, d'être un média de buzz, un média putaclic. Donc, si vous voulez venir raconter votre histoire dans Amen Equestrienne, la porte est ouverte. On a parlé de Paris. Aujourd'hui, comme on le disait en introduction, on est au jour de la sélection pour des seniors pour les championnats d'Europe. Alors, vous n'allez pas nous confier de secrets, on le sait très bien. Mais comment est-ce que vous abordez Paris, qui est dans 1 an et 1 mois aujourd'hui pratiquement? Comment est-ce que vous abordez les choses? Voilà, si vous pouvez nous confier deux, trois actus, ce serait... Bah, c'est tous les jours. Non, mais là, on a Paris, peu d'espoir même. Paris, c'est le. Enfin, il n'y a pas un jour, on ne parle pas de Paris. Bien sûr. Paris, les championnats d'Europe sont là, mais ils sont sur notre chemin. Paris avec Thierry Touzin, c'est 3 appels par jour quand il n'est pas en forme. Sinon, mais c'est constamment celui-là, etc. Tu crois pas que si on améliore ça, etc., on va l'emmener là, faut pas y mettre de pression, tu lui parles pas ou je lui parle pas, essaye de savoir toi pour pas lui mettre de pression. Parce que dans les discussions intersport, on a fait une réunion l'autre jour avec l'ANS, là, avec Claude Onesta, qui a un métier de dingue. Avantage ou désavantage de faire les Jeux à Paris ? On sait pas. Unique parce que c'est une fois dans votre vie. De faire les Jeux, je vous en parle pas. Les faire à Paris, c'est unique. Ça nous inquiète énormément. Quand on a été à Rio, quand vous êtes au bout du monde, vous êtes naturellement isolé, etc. Quand vous êtes à Tokyo et qu'il y a en plus le Covid, vous êtes entre vous. Mais à Paris, tous les proches des cavaliers, tous nos proches à nous, tous les gens qui vont vouloir vivre l'aventure avec nous, il faut qu'ils soient un plus, pas un moins. Et c'est des vraies questions, ça. C'est des vraies questions qui sont tous les jours sur la table. Est-ce qu'on va au village? Est-ce qu'on va dans des maisons? Est-ce qu'on les isole? Est-ce qu'on leur laisse une soirée avec leur famille? Alors ça paraît dans le détail pour vous, mais c'est des hommes et qui ont besoin peut-être de se ressourcer avec leur famille, de se ressourcer avec leurs propriétaires. Et nous, on a l'impression de les perdre quand on les lâche un soir en leur disant « vous pouvez aller dîner ». On a l'impression qu'on a perdu un enfant. Enfin bon, et donc on est sans arrêt en train de penser comment on va faire pour être à fond dans les Jeux de Paris, de profiter de l'instant, de ne pas être sous une pression insupportable, parce que ça va être quelque chose de dingue. Et puis le plus dur dans notre sport, et enfin dans tous les sports, c'est que vous avez des hommes tellement différents, ils réagissent tellement différemment les uns des autres. Il y en a, il y en a qui adore être avec vous, celui que vous fatiguez quand vous êtes avec lui. Il y a celui qui aime avoir du temps pour regarder une vidéo sur son ordi. Il y a celui comme Karim qui aime bien faire une blague et moi qu'on renvoie une et lui qu'on renvoie une et qu'on se détend comme ça. Et puis il y a celui qui a besoin d'échanger avec sa famille, un enfant. Et donc c'est hyper difficile, mais on a des questions. Moi je me réveille souvent la nuit en disant putain, si on fait ça...
si on fait ça, c'est bien, mais bon, lui, il va pas aimer ça. Et puis, il va dire, ils font ça parce que c'est pour lui. Et vous voyez, ça se joue dans le détail quand même. Donc on essaye de tout penser, de tout protéger. Ce qu'on a toujours décidé, nous, avec notre stage à Granville, évidemment, il y a la préparation sur les galops sur la plage. Évidemment, il y a les bienfaits de la mer, qui est au moins 50% de notre choix. Mais c'est aussi apprendre à connaître nos hommes. Ça veut dire que quand vous faites des concours toute l'année, on les voit sur les concours, ils montent plusieurs chevaux, on papote 5 minutes, 10 minutes, un peu plus dans les stages de prépa. Mais quand on est en stage de préparation, on va avoir des vrais bons moments. On va être assis dans l'herbe, on va jouer à la pétanque ou je sais pas quoi, où on va voir comment fonctionne l'athlète. Et en les connaissant mieux, on va pouvoir leur proposer mieux pendant le grand événement. Et les accompagner le mieux possible, et ça sans qu'ils s'en rendent compte, sans qu'on leur pose des questions. S'il y en a un que je sais qu'il aime bien aller se reposer, et machin, avant même qu'il me le demande, je dis on rentre tous les deux, je te ramène, on prend la voiture olympique, etc. Et parce qu'ils ont besoin d'être dans leur fonctionnement. Et ce qui est hyper dur, c'est qu'ils fonctionnent tous les quatre différemment. Et ce qui est hyper dur, c'est que je me suis déjà rendu compte qu'ils peuvent être aussi différents selon le championnat. Donc, ça peut se jouer à la groom, avec qui ils ont super confiance. On n'en parle pas souvent des grooms, mais c'est quand même celui qui connaît mieux son cheval. Et le cavalier, il met une responsabilité, une confiance dans ce groom énorme. C'est lui qui va le nourrir le matin, le groom, et qui va le trouver dans la même position que d'habitude, ou qui va avoir un doute, ou qui va... Et donc, tous ces petits détails, parce que le groom, il va être pris aussi d'une nouvelle pression à Paris. Et donc, voilà, ça c'est notre quotidien. Moi, j'arrête pas de penser qu'est-ce qu'on va faire pour que tout le monde soit optimum dans son fonctionnement, boosté par les jeux, mais pas ruiné par les jeux. Et nous aussi. Avant un séminaire, avant Rio, j'avais fait un séminaire avec tous les DTN dans le sud de la France. Et moi, comme c'était mes premiers en tant que DTN, j'avais dit donnez-moi des conseils, etc. Et les DTN, on n'a pas de conseils. Ils m'avaient juste dit repose-toi les 3 jours avant de partir. Parce que tu dois être leur éponge pendant les Jeux Olympiques. Ce que j'avais fait. Parce qu'ils vont être plus fragiles, parce qu'il va falloir avaler 1 ou 2 couleuvres en passant. Et pour les accompagner au mieux. Parce nous, dans le cheval, on a aussi l'inconnu du cheval. C'est-à-dire qu'on a l'athlète humain, mais on a ce fameux cheval qui ne nous parle pas. Et donc, on est toujours dans la sensation, dans le feeling. Encore une histoire, quand on était arrivé à Rio, les chevaux n'avaient jamais pris l'avion. Donc, tout le monde disait mon cheval va prendre l'avion, ils étaient très inquiets. Mathieu Lemoine n'avait jamais pris l'avion aussi, mais on était moins inquiets pour Mathieu. Et je me rappelle, on est arrivé, les chevaux étaient en pleine forme, super voyagés, etc. Et ils voulaient monter à cheval. Mais on veut monter. Mais pourquoi vous voulez monter? Ils viennent d'arriver. Non, on veut les sentir. Et donc, les gars étaient super tendus. Et une fois qu'ils avaient fait 20 minutes de trop enlever Diallo en relax avec leurs chevaux, ils avaient ressenti leurs chevaux étaient bien. Et on avait retrouvé nos hommes, mais parce que nos chevaux ne nous parlent pas, ils avaient envie de sentir leurs chevaux. Mais c'était incroyable, leur tête avant de monter, leur tête après. Ils étaient bien, ils étaient rassurés, etc. Donc c'est tout ça qui fait qu'il faut qu'on se prépare au mieux, et que Paris, avec la pression, tout ça, ça va être multiplié par 10 ou 100. Et donc, il va falloir qu'on se prépare bien, qu'on les accompagne, qu'on les écoute, qu'ils nous écoutent, et qu'on partage un projet sportif pour aller décrocher les étoiles, quoi. Et pas avoir de regrets. Le pire, et ça c'est quel que soit l'âge, etc., et je le dis souvent dans les briefings de championnat, on va tout faire, il ne faut pas qu'on ait de regrets, il ne faut pas qu'on se dise on aurait dû. Alors, évidemment, dans les debriefings, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire, mais si déjà on met tout sur la table et qu'on fait tout ensemble, on a beaucoup plus de chances de réussir. Michel Asseret, on sait que vous avez une échéance, vous avez les poneys élites qui sautent et que vous devez aller regarder. Alors moi, j'avais plein de questions encore pour vous, mais j'ai encore un peu de temps. Vous avez encore un peu de temps ? Ouais. Ah, alors, je vais surfer sur ce que vous étiez en train de dire. Est-ce que vous parliez de votre nécessité d'absorber, d'être présent, de tenir la pression, etc. Alors on sait que la plupart des cavaliers maintenant font appel à des préparateurs mentaux. Est-ce que c'est le cas aussi du staff fédéral ? Est-ce que vous, à titre personnel, en étant encadrant d'équipe, en étant dans les plus hautes sphères du sport de haut niveau, est-ce que vous faites appel ou est-ce que vous pourriez faire appel potentiellement à un préparateur mental pour vous aider aussi à tenir le cap ? Je le fais. D'accord. Je le fais. Je travaille avec un gars du GIGN. Pour ne pas le citer. Voilà, pour ne pas le citer. Qui m'a accompagné
et que j'ai besoin aussi pour enlever un peu la pression de temps en temps. Il a aussi l'habitude, par rapport à mon sport, et on a glissé un peu dessus tout à l'heure, c'est pas mon sujet favori, mais par rapport à la sécurité et l'accidentologie, c'est quelqu'un qui domine bien ça aussi, sur lequel on a pu parler, etc. Et oui, il nous apporte beaucoup. Et on en avait besoin, on en a besoin. Donc, donc moi, il m'a beaucoup aidé, avec une approche bien à lui, de confiance, de pas aller directement vers le sujet où vous pourriez vous fermer. Il est passé par des chemins de traverse, mais il m'a beaucoup apporté. Je pense que les gens ne mesurent pas ce qu'apportent tous ces gens. Moi, je suis reparti de chez lui d'un rendez-vous la première fois d'1 heure et demie, je crois. J'ai fait 20 minutes de voiture, je me suis arrêté, j'ai dormi. J'étais vidé parce que il m'avait... on est parti sur des sujets, j'ai dit, mais je ne suis pas venu pour ça. Il m'a dit, non, vas-y, parle, etc. Et nous, on a besoin de se faire accompagner. C'est obligé. Aujourd'hui, le sport de haut niveau... mais sinon, vous acceptez de passer à côté de quelque chose. Si vous n'acceptez pas d'être mieux, si vous n'êtes pas bien, si vous voulez apporter aux gens que vous encadrez, il faut que vous soyez à 100%. Et puis le mot préparateur mental, vous avez bien fait de le citer, c'est un gros mot. Préparateur mental, ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, vous avez des gens qui vous accompagnent dans la perf. Vous n'avez pas l'impression que c'est des préparateurs mentaux parce qu'ils vous organisent mieux votre temps, ils organisent mieux vos journées, ils vous permettent de mieux appréhender quelque chose. Et ça, c'est tellement plus confortable quand vous avez tout mis en place que vous le vivez mieux. Et comment on pourrait demander à nos athlètes de peut-être avoir un recours à des gens comme ça, de la perf pour les accompagner, sinon on n'y croyait pas un peu, et si on n'était pas convaincu que ça nous apporte. Donc moi je dis oui, il faut se faire accompagner. On peut pas, par contre, il est difficile de mettre dans un staff un spécialiste de ça, parce qu'il faut avoir énormément confiance dans la personne avec qui vous allez parler. Vous devez être sans filtre pour les moments de joie, de tristesse, de doute et de confiance. Et si vous n'avez pas confiance, je pense que ça ne vous apporte pas parce que vous y allez avec le frein. Par contre, quand vous vous donnez, ils vous donnent vraiment des ficelles. Ils peuvent vous débloquer plein de choses. Donc oui, il faut en faire. J'ai une toute dernière question pour vous, Michel. Il y en aura une autre après. On revient un peu en arrière et j'aimerais parler de vous, peut-être pour finir. Vous avez pris le poste en 2013, on est en 2023, l'année prochaine Paris 2024. Vous nous avez dit que vous aviez peur du silence après. Quel est l'après pour vous ? À quoi est-ce que vous pensez dans 10 ans ? Allez, dans 5 ans, dans 10 ans ? Je sais pas, faire des podcasts, non? C'est bien, ça rapporte ou pas? Ça dépend. On en parlera en off. Non, à vrai dire, je suis à fond sur Paris, donc je pense pas... Après, ça, vous mettez tellement d'énergie, et quand vous êtes DTN comme ça, vous avez vraiment des objectifs d'Olympiade sans arrêt. Donc après Rio, il y a une période de réflexion, et je me rappelle quand on avait préparé avec aussi d'autres sports... je posais plein de questions parce que je voulais rien rater. Il m'avait dit, il faut te préparer aux Jeux Olympiques avec une médaille, une très belle médaille, des Jeux réussis mais sans médaille, parce que quand vous réfléchissez en complet, il y a 24 nations. Vous pouvez être 5e ou 6e et faire des très beaux Jeux Olympiques et sans médaille. Et on l'oublie un peu vite parce qu'on vient de faire 2 Olympiades avec des médailles et on pense que c'est facile. C'est pas facile à faire des médailles. Hein. Donc il faut bien se préparer. Puis vous avez aussi les jeux complètement ratés, et là c'est la catastrophe. Et quand on vous prépare à ça, vous pensez toujours aux jeux ratés, vous ne pensez pas à la médaille. Mais qu'est-ce que c'est dur de repartir après une médaille d'or, hein. Je vous promets que moi, avec Sophie, on en a fait des discussions, mais moi, en octobre-novembre, je disais, mais Sophie, j'arrive plus, moi, tu te rends compte, on a réussi un truc de... Donc il faut se remotiver quand même, donc il y a toujours un investissement, mais... c'est tellement prenant, tellement presque vital. Hein. Enfin, c'est ma vie aujourd'hui de préparer Paris, que la préparer, je ne le connais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer, comment je vais en ressortir, comment je vais... je rêve de faire le coup de 3, je rêve de tout ça, mais je suis à fond sur Paris, on verra l'après, mais j'ai toujours eu une bonne étoile. Je ferais bien un truc qui me plaira. Si je devais arrêter, qui me plaira sur autre chose, j'aime bien la com. Donc j'aime bien parler, j'aime bien raconter
j'aime bien raconter les histoires, j'aime bien partager, il y a sûrement quelque chose à faire dedans. On pourra vous embaucher peut-être. Peut-être. Oui, mais il n'y a pas de masculin dans votre équipe. Non. Ça m'a choqué un peu quand vous êtes arrivé. À ce point. Alors une dernière question, Michel. On vous savait et on vous a encore découvert au tout début de cette interview, avant même de lancer l'enregistreur grand amateur de course, puisque vous êtes propriétaire, que vous étiez en train de vérifier vos engagements juste avant de lancer le micro. Et ça tombe bien parce qu'on va faire pour la première fois dans l'histoire du podcast, donc en l'espace de 100 épisodes à peu près, un épisode course avec Christophe Soumillon cet après-midi à Chantilly. Ah, très bien. Est-ce que vous auriez une question qu'on pourrait poser à Christophe Soumillon cet après-midi à Chantilly? Pourquoi il n'a pas gagné avec mon cheval quand il l'a monté? Bah mince. Non, il était formidable, super échange. On a beaucoup à apprendre des jockeys. Il y a une relation propriétaire qui est formidable parce que ce sont juste des pilotes, mais ils ont une façon de faire au moment des ordres. Les ordres, c'est au moment qu'ils vont monter sur le cheval, et le débriefing d'après-course qui est très rapide parce qu'il faut aller monter d'autres courses qui durent 1 ou 2 minutes. Mais ils ont un savoir-faire qui est très sympa. Donc moi, Christophe a monté pour moi parce que je suis arrivé dans le monde des courses parce que j'aimais ça, et aussi par l'histoire du complet. La première fois que j'ai eu mes couleurs, c'est avec Robert Collet, et sa fille était au Pôle France jeune de Saumur. Et quand j'ai parlé de ma passion des courses, il m'a dit: Michel, on va prendre tes couleurs. Et du coup, mon premier cheval avec mes couleurs a couru avec Robert Collet, monté par Christophe Soumillon. Pas mal. Voilà, ça c'est pas mal. Et mon deuxième entraîneur avec qui je travaille, c'est un entraîneur d'obstacles qui s'appelle Augustin Bois-Brunet. Et son épouse est une ancienne cavalière de complet et qui, pareil, m'a dit: Michel, il faut absolument que tu aies tes couleurs sur un de nos chevaux. Et c'est aussi le cas où j'ai 2 chevaux d'obstacles chez eux. Mais c'est aussi encore une belle aventure d'amis parce que je ne suis pas tout seul. Hein. On est plusieurs amis sur les chevaux et c'est aussi des belles rencontres, d'échanges. Et sur le cheval d'obstacle, je crois qu'on est 16 ou 17 propriétaires dessus, donc c'est très chouette. Et je pense qu'on a beaucoup à faire des échanges avec le milieu des courses, dans la préparation, dans les soins. Et puis, on est un peu chacun de notre côté, mais on a tellement de richesses chacun. La première fois que j'ai rencontré Robert Collet, qui est un très grand entraîneur, gagné énormément de groupe 1 et qui me posait des questions, j'étais presque gêné, et c'était un partage incroyable. Et maintenant, j'ai une relation avec cet homme qui est devenu mon ami. Et avec Augustin, c'est pareil. Donc, on a un cheval, mais on est un peu sur 2 chemins différents. Et je pense vraiment que si on prenait la même route, on y gagnerait aussi beaucoup. Et ben c'est justement c'est l'une des questions qu'on a prévu de lui poser, donc ça tombe bien. Voilà. Merci beaucoup, Michel, et bonne journée, et surtout une belle année 2024, on vous souhaite. Merci beaucoup. Merci, Michel.